Alors du coup, cette rencontre est enregistrée, donc vous allez pouvoir disposer d'un replay. On va prendre un temps, toutes les 2 pour, répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Donc dans un premier temps, c'est surtout Delphine et moi qui allons prendre la parole, du coup j'ai coupé vos micros. Par contre, dans un second temps, vous aurez la possibilité d'utiliser vos micros pour vous adresser directement à nous pour poser vos questions. En attendant ce moment-là, si vous avez des questions qui vous viennent pendant qu'on est en pleine présentation, eh bien, vous avez un espace discussion. Alors, je ne sais pas sur votre écran si ça s'écrit plutôt question, discussion ou espace de chat, mais en tous les cas, c'est un espace dans lequel vous pouvez écrire vos questions et à la fin, Delphine et moi, on prendra le temps de les lire à haute voix pour que tout le monde en profite et puis d'apporter une réponse à toutes ces questions. On va débuter notre webinaire, le chien et son maître, qui éduque qui? Et Delphine, je voudrais te lancer sur la question du nom du chien ou du surnom du chien. Parce que c'est vrai que dans la communication animale, on entend parfois qu'un animal peut être en désaccord avec son prénom, demander à changer de prénom. Et donc, on va donner beaucoup d'importance au nom. Et dans ma pratique avec les animaux, ce que j'ai remarqué, c'est que le prénom du chien n'a pas toujours comme sens pour lui. Enfin, c'est pas toujours une évidence quand on utilise son prénom qu'on est occupé de parler de lui. Parfois, le prénom, il a un sens différent. Alors moi, je pense en particulier à un chien qui s'appelle Joker. Et quand j'ai donc voilà, on me présente ce chien, je sais qu'il s'appelle Joker, donc quand je commence à parler avec lui en communication animale, je dis bah, bonjour Joker. Et là, j'entends, bah, c'est pas Joker en fait, moi c'est Jojo, avec la voix de sa gardienne qui dit Jojo. Et donc là, il sait bien quand il entend Jojo qu'on parle de lui. Par contre, Joker, en gros, ça veut dire j'ai fait une connerie. Donc là, j'entends le cri de la gardienne hein, qui dit Joker, ça très aigu et énervé. Et là, j'ai l'image du chien qui se barre en courant, avec vraiment l'émotion de quand j'entends Joker, ça va mal se passer pour moi. Donc ça veut dire que là, ce chien, quelque part, Joker, c'est pas son prénom. Son prénom, c'est Jojo. Et Joker, ça veut dire tu vas voir, ça va mal se passer pour toi. Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, du prénom du chien? Comment on utilise ce prénom? Comment on choisit un prénom pour un chien? Alors, il y a plein de choses là-dedans, quoi. C'est vrai que le prénom a quand même beaucoup de sens déjà pour nous. Bah, moi, la première, hein, je suis aussi gardienne de 4 chiens, maîtresse de 4 chiens. J'ai aussi ma sensibilité et mon affect par rapport à eux. Donc voilà, ce qu'on va retrouver chez les personnes, c'est vraiment une différence dans l'interpellation, dans la manière d'interpeller leur chien. Donc, ça va être souvent chargé de beaucoup d'émotions, beaucoup d'affect. Ça va être en fonction des situations, ben, comme là pour Joker, là, ce que tu viens de nous citer comme exemple, on va pouvoir utiliser le prénom complet du chien, ben, effectivement, pour l'invectiver, pour le gronder. Et en fait, il va être chargé d'intention et d'émotion. Et pour le chien, cette association, puisque les chiens fonctionnent beaucoup par association, hein, euh, ça va créer en fait chez lui, en fait, il va répondre d'une manière adaptée par rapport à l'intention et au comportement ben, du maître et de la maîtresse, qui va citer ce nom en l'invectivant. C'est-à-dire qu'on va plutôt créer ou de la crainte ou un fonctionnement auquel on ne s'attendrait pas, hein, puisque si j'appelle Joker, tu viens. Euh, bah, du coup, j'aimerais bien que Joker vienne, mais ma manière d'interpeller forcément est chargée d'une émotion qui est plutôt négative et idem, hein, mes déplacements, euh, ma corporelle, ma manière de m'amener sur lui, enfin tout ça c'est chargé. Et effectivement à côté, on va pouvoir avoir des petits prénoms qu'on va utiliser, ben nous dans les moments où on a besoin d'un câlin, où on a envie d'avoir le chien avec nous, et souvent ça va être des diminutifs. Et en exemple, hein, même moi, je peux citer l'exemple de ma petite chienne. Hein, j'ai Chirine et Chouchou. Voilà. Donc, je vais utiliser ces deux prénoms finalement pour m'adresser à cette chienne-là.
Donc, certes, on va souvent utiliser le diminutif pour des moments plus tendres, plus sympathiques ou d'appel au jeu. En fait, voilà, là, ils vont être chargés vraiment d'une émotion plutôt positive et le chien va répondre et va associer ce prénom-là, finalement. Il peut avoir ce prénom-là et ce prénom qu'il va préférer puisque effectivement, on va avoir une relation différente à ce moment-là. Donc, un chien plus enclin à venir vers nous et à nous écouter et avoir envie d'être présent à ce moment-là. Et ce mot, comme joker, ce nom comme joker, comme tu l'as cité, qui est utilisé dans les moments plus stricts, le chien va plutôt le percevoir comme une commande négative. On peut dire ça comme quelque chose, voilà, signifiant de la représailles ou quelque chose de chargé en émotions négatives et ne va pas l'assimiler comme son prénom réel. Voilà, comme ce que toi, tu peux entendre dans les communications. Après, j'ai l'impression aussi, moi, pendant mes interventions, que les chiens arrivent quand même à comprendre, et c'est bizarre, mais à comprendre aussi qu'ils ont plusieurs prénoms. Autant certains, comme tu as pris l'exemple du Joker, effectivement, le Joker, pour lui, c'est pas son prénom, c'est Jojo. Mais après, voilà, j'ai l'impression, moi, je suis pas communicante, c'est pas ma partie, j'ai l'impression que certains chiens arrivent un peu à comprendre selon les situations. Que finalement, c'est comme s'il avait plusieurs prénoms et qu'il le rattache à des émotions différentes de ses maîtres, ses maîtresses et aux situations différentes de vie. Et oui, oui, alors ça ressort effectivement chez certains chiens en communication, notamment quand il est en lien avec différentes personnes et qu'en fait, chaque personne utilise un surnom différent. Ça arrive dans les familles comme ça, ben voilà, il y a le nom du chien et après, il y a d'autres petits noms qui sont ajoutés et parfois c'est du coup associé à une personne et à la relation qu'il a avec cette personne-là. Parfois, c'est associé à des contextes, effectivement, et le chien sait que ça le concerne à chaque fois qu'on utilise ce mot. Du coup, ça veut dire que quand les personnes parlent entre elles, du chien, le chien sait qu'on parle de lui, même quand les personnes essayent d'être discrètes et d'ignorer leur chien. Et je me souviens, du coup, ça me fait penser à un chien qui s'appelle Jazz. Et ce petit chien, alors je pense que c'est vraiment un surdoué des chiens. Mais un vrai, un animal assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il a commencé sa vie pendant 5 ans. Il a vécu enfermé dans une chambre, dans un appartement, sans en sortir. Donc, zéro stimuli, pas de socia, pas de jeu, pas d'interaction, etc. Donc, il a été sorti de là. Et en fait, il a développé énormément de compétences. Et au moment où la dame, elle m'appelle, c'est parce qu'il passe beaucoup de temps à aboyer, il fait de l'hyper-attachement vis-à-vis d'elle et il lui accorde énormément d'attention tout le temps. Sauf qu'en fait, la dame, elle passe son temps à parler de lui. Elle dit jazz, ceci, jazz, cela, jazz. Et quand elle parle aux gens, elle parle de jazz. Donc jazz, il entend jazz. Et puis quand elle voit son chien, elle lui parle en disant jazz, ceci, jazz, cela. Et en fait, le chien, il sait que c'est lui, jazz. Et du coup, finalement, c'est pas tellement qu'il est en hyper attachement, c'est que alors c'est une émotion difficile à décrire parce que moi je pense pas qu'elle existe chez l'humain cette émotion-là, mais c'est finalement la personne est tellement tout le temps là que quelque part quand il n'entend pas jazz, il y a un truc qui va pas. Et alors du coup, l'entourage de cette personne trouve que son chien est stupide parce qu'effectivement il aboie, il sollicite tout le temps de l'attention. Et en même temps, c'est un chien, si tu veux lui apprendre à ta place, ça prend 30 minutes et il a compris le principe. Donc, on lui a fait un exercice, il apprend à ta place, sa place, c'est sur un plaid. Il va sur le plaid, nickel. Tu n'as même pas besoin de récompense, il comprend que ta place, c'est sur le plaid. Et ensuite, il déjoue cet ordre. Donc, on lui dit à ta place, il va chercher son plaid, il le déplace là où il a envie d'être et il se met sur son plaid. Tu vois, le genre de... À un moment donné, il avait froid, et donc elle lui a acheté un pull, il n'avait jamais mis de pull de sa vie. Et donc, elle lui met son pull. Après, la météo change un peu, il commence à faire soleil. Et le chien, elle le retrouve allongé
sans son pull. Donc, en fait, il s'est enlevé son pull lui-même, il l'a posé à plat, il s'est couché à côté. Et un peu plus tard, il a remis son pull tout seul. Donc, un vrai chien futé, tu vois. Et en fait, du coup, la dame, elle voyait son chien en se disant, il est stupide parce qu'il passe son temps à faire des conneries, à aboyer, il fait beaucoup de marquage, il est fatigant, etc. Et moi, je parle avec un chien qui est très intelligent et qui comprend pas pourquoi la seule chose qu'on lui dit, en fait, c'est jazz, en permanence. Alors du coup, je sais pas ce que toi t'aurais à dire de ce genre de relation finalement entre… Ouais, alors bon, je comprends un peu. Alors sans y être, c'est pas facile, hein. Moi, Ouais, j'aime bien être dans la situation. C'est pour ça que je suis pas communicante. J'aime bien être avec les personnes et sentir un peu l'environnement, voir un petit peu comment ça se passe. Mais ouais, le chien, ben, à force d'entendre tout le temps son prénom, ben, elle maintient aussi, cette personne-là maintient beaucoup de liens aussi avec cet animal, et peut-être que lui, il aimerait bien avoir autre chose aussi. Peut-être qu'il aimerait bien apprendre plein de choses. mm, Peut-être qu'il aimerait bien avoir des interactions différentes avec sa famille humaine, quoi. Euh, Peut-être que plutôt que d'entendre son prénom, il aimerait avoir je sais pas, un autre type de présence. Disons que moi alors j'imagine, hein, parce que comme je dis, voilà, je suis pas allée voir le cas, mais quand les personnes, alors ça, moi, je vois pas mal notamment sur des chiens qui peuvent être réactifs aussi à l'environnement, plutôt dans la crainte un peu de l'environnement, où les gens leur parlent beaucoup aussi, et beaucoup de prénoms, et beaucoup en train de maintenir ce lien-là. Euh, du coup, en fait, d'essayer de demander à la personne de moins parler à son animal, chose qui n'est pas forcément évidente pour ces humains-là, en tout cas, pour ces personnes-là. Parce qu'elles-mêmes, peut-être enfin, peut-être, parfois, moi, de ce que je vois aussi, elles s'en rendent même pas compte. Les gens, ils se rendent pas compte, c'est pour ça qu'on est là, nous aussi, pour noter, en fait, et leur montrer un peu leur comportement aussi, pour pouvoir modifier les choses, puisque ça passe aussi d'abord par là. Euh, c'est aussi le travail sur l'humain qui est à faire. Donc, c'est leur demander de moins parler à leur animal, parce que comme ça, ils font plus attention aux situations, ils font plus attention à l'animal, et ils sont plus enclins, eux, à mettre en place autre chose. Déjà à nous écouter aussi, ouais. et à pouvoir intégrer d'autres fonctionnements, peut-être comme pour ce chien-là, bah, lui apprendre, l'emmener dehors et lui apprendre à faire de la recherche d'odeur, j'en sais rien, en tout cas lui apporter autre chose, quelque chose où là, oui, jazz vient, ok, ça c'est super, derrière on va aller faire quelque chose, mais le reste du temps, moins lui parler et avoir une communication plus basée sur de la présence simplement, ou voilà, une présence physique, des déplacements, une communication plus silencieuse, une communication plus en confiance en fait, euh, que ce moulin à parole, et où notamment là le prénom il est constamment utilisé, quoi. Et, je pense que alors, pour certains chiens même ça banalise énormément le prénom. Oui, Ouais, vraiment énormément. Et peut-être que c'est des chiens ben, comme Jazz qui aimeraient avoir autre chose comme type d'interaction, et comme mots plus courts, plus clairs, plus concis, et pour les amener en fait à avoir une interaction sympa et leur apprendre quelque chose. Et d'autres vraiment ils vont être peut-être blasés. Je sais pas s'ils ressentent ça comme ça, mais en tout cas d'avoir une espèce ouais, de monologue comme ça avec un prénom qui revient, un nom en fait qui finalement est dans le flot de paroles de l'humain, quoi. et Et les oui. détache un peu de leur prénom. Alors c'est un témoignage que j'ai recueilli d'un chien comme ça concernant son rappel en promenade. Donc la personne considérait que son chien n'avait aucun rappel. Et en fait, le chien, dans sa version à lui, bah, c'est qu'en fait, il fait sa balade tranquille, il fait de la prise d'odeur, il suit quelques pistes, mais il part pas très loin. En tout cas, dans la version chien, c'est pas loin. Euh, Par contre, il entend en permanence la personne qui l'appelle, donc il entend en permanence son prénom, et il ne comprend pas que ça veut dire qu'il doit revenir. Pour lui, ça veut dire, il comprend que la dame a peur qu'il se perde, c'est dans l'autre sens, et qu'elle dit son prénom
pour lui signifier qu'elle est toujours là. Donc en gros, le chien me dit, c'est cool, je risque pas de me perdre parce qu'elle passe son temps à me signaler qu'elle est là en disant mon prénom. Mais en fait, j'en ai pas besoin parce que moi, je l'entends quand elle marche. Mais si elle veut me dire qu'elle est là, moi, ça me va, il n'y a pas de problème. En gros, c'était ça. Le chien, il se disait pas, j'entends mon prénom, je reviens, ça passait pas comme ça dans son cerveau. C'était plutôt, dans les balades, je me suis habituée à ce qu'elle me passe son temps à me rassurer sur le fait qu'elle est là. Voilà. Et la personne, elle essayait d'apprendre le rappel à son chien. Donc, on était un peu à côté. Mais ça ressemble un peu, du coup, à ce dont on parlait juste avant et ce que j'ai commencé à mener, en fait. C'est ça, il y a certains chiens, des fois, en balade, on le voit assez souvent. Enfin, moi, je le vois assez souvent. Euh, Ça peut être des personnes, là aussi, c'est la personne de son comportement, hein, des gens qui ont peur de perdre le chien, Mm. qui ont peur que le chien aille trop loin, même si c'est 20 mètres, pour eux, déjà 20 mètres, c'est vraiment beaucoup. Et du coup, ils sont sans cesse en train de rappeler le chien. Et le chien, il va effectivement, comme l'exemple que tu as donné, entendre son prénom. Il n'a pas d'intérêt de revenir, lui, puisque 20 mètres, pour un chien, c'est vraiment rien. Et puis le chien, on sait que c'est une espèce qui a quand même besoin d'espace. Et puis que c'est sa balade aussi, hein, que nous, on regarde les fleurs, on écoute les oiseaux, mais bon, lui, son kiff, c'est d'aller sentir un petit peu plus loin, de prendre le début d'une piste de chevreuil, ou sentir les émissions des autres chiens qui sont passés, enfin, peu importe. Donc, pour ça, il nous faut quand même de l'espace. Après, ça, c'est assez différent d'un chien à un autre. C'est vrai qu'il y a des chiens qui vont prendre plus d'espace que d'autres. Certains vont être plus dynamiques que d'autres dans les balades. Et eux, ils nous entendent vachement bien. Ils entendent vachement bien la personne qui les rappelle. Et il n'y a aucun intérêt pour eux à revenir, puisque du coup, oui, ils savent que la personne est juste à côté. Non seulement ils peuvent la voir, ou s'ils peuvent pas la voir parce qu'ils sont dans un forêt ou dans la forêt, leur audition et leur excellente audition fait qu'ils nous entendent très bien. Donc ouais, on peut générer, comme dans l'exemple précédent, c'était de mener la parole. Et ça peut être aussi délétère pour l'apprentissage du rappel. Ah oui. On a des chiens, ouais, c'est ça, le chien, son prénom, alors certains, bon ça voilà, moi je suis pas la partie communicante, mais je pense que certains voilà vont être biaisés de ce nom-là ou ce prénom-là, et en plus dans ces situations-là extérieures et de balade, donc ils vont l'entendre, et si au moment où on en a besoin réellement, le rappel va être une fois de plus prononcé, le chien ne va pas y porter qu'un, puisque pour lui, c'est juste une fois de plus. Alors après, l'intonation de l'humain peut changer selon les degrés de situation d'urgence. Mais là, il n'y a pas, plus tard que quelques jours, hein, j'étais avec une personne euh, qui a un Shetland et qui est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que dès qu'elle voit pas le chien parce qu'il est derrière un fourré, que ce soit à 10 mètres, 30 mètres, 2 mètres, 3 mètres, il faut qu'elle rappelle. Bon, là, on a vraiment le stress de la personne qui est en jeu. Mais effectivement, son rappel peut être mis à mal à un moment donné où on en a vraiment besoin, quoi. Donc, en fait, là aussi, il faut apprendre aux personnes à se détendre un petit peu, à faire confiance à son chien, parce que ce qui est en jeu là aussi, c'est le lien de confiance qu'on met en place avec le chien pendant les balades. Et le prénom, rappeler son chien à tout bout de champ, ça va pas neutraliser vraiment la confiance, mais, mais ça va pas l'instaurer non plus. Mm. Parce que derrière ça, il y a quand même le stress de l'humain, quoi. Et ça, le chien le ressent. Mm, mm. Oui, alors effectivement, de façon un peu générale, hein, sans prendre un cas en particulier, j'ai beaucoup de chiens qui... Alors, j'ai souvent quand même la situation de la personne qui me dit je peux pas le lâcher parce que mon chien... Alors, je voudrais... Est-ce que vous pouvez lui expliquer que quand je l'appelle, il faut qu'il revienne parce que sinon, je peux pas le lâcher parce que je risque de le perdre. Et j'ai un chien qui me fait un retour du genre, moi, dans ma balade, je sillonne soit autour de mon maître pendant qu'il se balade, soit devant, mais en faisant des droites-gauches, mais jamais, enfin, sans partir très loin, quoi. J'ai souvent un décalage entre la version du chien et la version de la personne. La personne elle peut me dire j'ai perdu mon chien, je le perds. Puis quand je parle avec le chien, je me rends compte que le chien il a la notion de distance,
qu'il complètement. a la notion de revenir quand il est trop loin, qu'il va changer de direction si l'humain change de direction, qu'il écoute, qu'il fait des allers-retours en permanence. Donc, en fait, il est hyper attentif à la personne qui se balade. Et du coup, ça colle pas avec la version de l'humain. Et ça m'est arrivé que du coup, moi, je dis à la personne, bah écoutez, je comprends pas, votre chien, lui, il me montre des situations dans lesquelles il a un comportement, on va dire, exemplaire pour un chien détaché, en fait. Et vous me dites, il se sauve. Et puis parfois, c'est, bah oui, mais c'est arrivé une fois. On a un chevreuil qui nous est passé sous le nez, il est parti. Il est parti vachement longtemps. Après, il est revenu, mais il est probablement parti que 3 minutes, même pas, peut-être. Ou ben, un jour, il a eu très peur, il s'est sauvé bon, parce qu'il a eu peur, ou il a pris le jus sur une clôture électrique. Enfin, des situations où, en fait, l'animal, il est. Pour moi, c'est au-delà de la notion d'éducation. Là, il y a un imprévu auquel l'animal réagit. Alors, s'il se prend une décharge électrique, bah, il se sauve. Enfin, ça me semble. C'est embêtant parce qu'il va partir peut-être plus loin que ce qu'il aurait fait en temps normal et peut-être pas dans la bonne direction, mais en tout cas, c'est pas signe d'un manque de connexion ou avec l'humain. Et puis pareil, bon, ben, je cours derrière le chevreuil dans la mesure où le chien est revenu de lui-même. Je pense que c'est qu'il n'est pas parti très loin en vérité, quoi. Ça, c'est un truc qui est très présent. Et du coup, bon, je suppose que tu es souvent appelé pour ce genre de situation aussi. Alors ouais, ah oui, de toute manière, tout ce qui est la gestion du chien en liberté. C'est souvent des sujets très stressants pour l'humain. Voilà, on revient, ben, comme tu as parlé de ce décalage, c'est complètement ça. Moi, c'est ce que je vois beaucoup dans les séances. C'est ce que ressent l'humain, c'est la crainte de l'humain par rapport à ce qu'il souhaiterait du chien aussi, ou par rapport à ce qu'il imagine qu'il pourrait arriver au chien parce qu'il est parti un petit peu plus loin. Effectivement, si le chien, bah là, il est parti derrière le chevreuil une fois, euh, c'est pas signe de manque d'éducation ou de désobéissance. Voilà, c'est aussi un comportement qui peut être assez naturel quand même chez cette espèce-là. Mais en fait, l'humain, lui, va retenir ça. Mm. Et pour beaucoup de personnes, c'est pas admissible en fait qu'ils puissent partir. Il y a aussi chez pas mal de gens moi, de ce que je vois, ce besoin de contrôle et d'obéissance. Alors oui, bien sûr, on est responsable de notre chien, c'est vrai. Après, il faut pouvoir leur laisser aussi un peu d'amplitude quand même pendant les promenades, puisqu'il y a ce décalage-là. Hein, on a parlé de la distance tout à l'heure. Là, c'est le chien, ben oui, qui en prend peut-être un petit peu plus et qui va farfouiller et qui effectivement peut partir sur 50 mètres ou 100 mètres sur une piste en forêt, puis revenir de lui-même. Mais les personnes, en fait, beaucoup de personnes ne souhaitent pas ce genre de comportement et ont envie d'avoir un chien qui soit aussi obéissant en balade et qui reste à côté d'eux et qui reste pas loin vraiment d'eux. Alors certains, ça va les mettre en stress si les chiens partent, et d'autres, en fait, il y a ce besoin de contrôle et ce besoin d'obéissance. Donc en fait, il y a plusieurs actes de travail selon les situations. Il y a le fait de déstresser la personne qui est stressée par le départ du chien ou par un potentiel départ de chien parce qu'il est un petit peu trop loin. Donc, lui montrer qu'elle peut avoir confiance en son chien et que si on veut que la confiance s'instaure, ben, il faut pouvoir laisser faire ça aussi. Et du coup, travailler un rappel à bonne mission aussi au bon moment, avec tout ce qui est renforçateur, bien sûr, nourriture, caresse, etc., contentement, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre en place. Et il y a donc en lui expliquant aussi comment fonctionne le chien, quels sont ses besoins et pourquoi peut-être parce que ben là on a aussi je sais pas, il y a un border collie qui a besoin de prendre beaucoup d'espace et qui prend assez de vitesse quand il part en balade, du moins dans le début de la balade. Enfin voilà, il y a tout ça à explorer aussi pour rassurer la personne que ce travail de rappel qui va lui donner un pouvoir et du coup la rassurer. Et il y a l'autre personne, si on parle sur ces deux types de personnes que je peux rencontrer régulièrement, qui va vouloir contrôler beaucoup son chien, mais parce qu'en fait, il y a un besoin d'obéissance de l'animal. Ben, pareil, il va falloir lui expliquer ben, comment fonctionne le chien, quels sont ses besoins, et arriver aussi à lui faire dissocier les moments où on va pouvoir demander au chien de rester près de soi, parce que là, on a un besoin à ce moment-là, on va passer à côté d'un troupeau, par exemple, si c'est en balade,
en campagne, ou alors on va être en ville, où on va croiser des gens, etc. Donc là, oui, effectivement, on peut demander au chien à être à côté de soi. On peut appeler ça au pied ou avec soi, peu importe, ça on s'en fout. Mais on peut lui apprendre ça, et à côté, on va apprendre à cette personne-là que son chien a des besoins et que c'est pas parce qu'il part un petit peu loin qu'il va désobéir. Et du coup, on va mettre un peu en place du lâcher prise au niveau de la personne. Oui, pour trouver un équilibre entre les C'est besoins ça. du chien Ouais, et toujours. évidemment les besoins de la personne. Alors moi, j'ai l'impression aussi que tout ça, ça touche, en tout cas chez l'humain, parce que c'est vrai que dans mon travail, j'ai la version communiquer avec l'animal, mais aussi communiquer avec l'humain. Sur une séance, je passe 30 minutes avec l'animal et 1 heure avec l'humain. Donc finalement, les 30 minutes que j'ai passées avec l'animal, il me faut 2 fois plus de temps pour que ça passe à l'humain. Parce que finalement, l'animal, c'est assez vite vu, finalement, ce que lui a besoin. Après, ce qui est plus difficile, c'est effectivement d'accompagner la personne. C'est ça. Ouais. Et la question, souvent, c'est la notion d'attachement. Du point de vue de l'humain, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à est-ce que mon chien m'aime, est-ce qu'il est attaché à moi, et ou à qui dans la famille est-il attaché. Et, alors bon, c'est un peu délicat dans le sens où quand même, il y a une évidence, c'est que la personne du foyer qui s'occupe du chien, en le stimulant positivement et en lui donnant sa nourriture et en lui donnant de l'attention, c'est celle qui, surtout si le chien est chiot quand il arrive dans le foyer, va très vite prendre une place importante pour le chien. Donc moi, j'ai l'impression quand même que alors ça casse un peu la magie de la rencontre parce qu'on se dit, oui, on ne s'est pas rencontrés par hasard, c'est un coup de foudre et tout ça, ça arrive aussi. Mais il y a une grande part de qu'est-ce que l'animal vit avec la personne qui participerait à son attachement. Donc ça, c'est un point. L'autre point dans cette relation d'attachement, c'est que je vais avoir des chiens qui parfois vont vraiment, alors surtout le chien de famille en fait, qui arrive jeune dans la famille. Il va se créer du lien avec plusieurs personnes. Alors moi, ce que j'ai eu, c'est peut-être jusqu'à 5 personnes ou parfois l'ensemble de la famille, donc parents-enfants. Et ce lien va le sécuriser. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf qu'une fois que les enfants quittent la maison, c'est un gros passage difficile pour l'animal. Alors voilà, j'ai régulièrement j'ai remarqué en tout cas chez pas mal de chiens quand ils rentrent dans le foyer au moment où les enfants sont adolescents, qu'il a toute la famille autour de lui et que quelques années plus tard, 5-6 ans après, il n'y a plus qu'un couple à la maison. Le chien, ça lui file un sacré coup de déprime. Alors, c'est vrai que ça correspond à un âge où le chien est vraiment adulte. Il a 8 ans. À ce moment-là, entre 5 et 9 ans, on va dire. Du coup, les gens se disent, tiens, mon chien vieillit. Sauf qu'en fait, en com, ce qui lui arrive à ce chien, c'est que sa vie, elle a changé parce qu'il a perdu la moitié de sa meute, en fait, d'une certaine manière. Donc, voilà, toute cette question de l'attachement, de la façon dont le chien s'attache. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, alors après que ce soit le chiot ou le chien qu'on adopte plus âgé, un petit peu plus âgé, effectivement, le chien, il a besoin de s'attacher à une personne, puisqu'en l'occurrence, là, il vit avec des humains, et puis quand bien même il sera avec le tien, il va quand même s'attacher aux humains du foyer. Après, moi, dans ce que je vois, il y a des chiens qui vont avoir plusieurs personnes d'attachement, enfin voilà, peu importe, il va être bien, il va faire des activités différentes selon les personnes du foyer, et puis ça va très bien lui convenir. Telle chose avec les enfants, telle chose avec la dame, telle chose avec le mari, etc. Et ça va très bien. Il y a d'autres chiens qui sont beaucoup plus exclusifs et qui vont avoir une relation bien plus privilégiée avec un membre du foyer. Et en règle générale, moi, de ce que je vois sur les interventions, c'est que ce lien privilégié, le chien, il va le mettre en place avec la personne qui lui apporte plus d'interaction. Mm. L'interaction, alors c'est pas stimulation à gogo au quotidien, c'est pas ça en fait. C'est un peu d'attention, mais c'est aussi le sortir, aller en promenade, jouer avec, partager en fait des moments. Voilà.
ça va être vraiment le lien particulier, ce lien d'attachement, là, il va être beaucoup plus fort, enfin souvent en tout cas, envers la personne qui va amener de l'activité au chien avec laquelle il va pouvoir partager des moments vraiment sympas, quoi, se retrouver avec elle. Ensuite, là, sur l'exemple que tu prends avec, avec le couple où les enfants partent, il y a le départ de la maison, donc le chien qui aurait grandi avec ses enfants. Moi, j'ai peu d'exemples, j'ai peu d'interventions en fait, peu de demandes, c'est très rare sur ce genre de cas de figure parce que le chien déprime en fait suite, bah, eux ils le savent pas encore, hein, mais au départ des familles parce que alors, je pense que les personnes se disent que le chien, alors déjà c'est vrai que ça chamboule sûrement toute la vie de famille aussi, peut-être que des couples aussi qui se retrouvent à ce moment-là, il va plus avoir envie de partager des choses ensemble, sans chien. Je pense qu'il y a ça aussi, donc le chien est déjà mis de côté, mais sans vraiment que les personnes en plus s'en rendent compte. Et puis sur ce chien qui est déjà adulte et qui rentre en fait dans un âge senior, hein, lui, toi, ce que tu perçois sur les communications, mais c'est qu'il va être en dépression. Les gens, eux, ce qu'ils vont percevoir, c'est qu'on a un chien qui est vieillissant pour eux et qui va se poser plus facilement, voilà, qui va être plus laissé un petit peu dans son coin sous prétexte qu'on a un chien qui vieillit, qui a besoin de moins d'activité. C'est-à-dire que ils vont, je pense, moins faire appel aux éducateurs canins pour des situations comme ça. Euh, Peut-être plus aux communicants justement parce que il y a ce côté où on voit le chien qui est plus apathique qu'avant. Donc c'est vrai que moi là j'ai peu de réponses à amener dans ce cas. Après j'en aurai bien sûr hein, parce que ben, c'est simplement leur expliquer la situation et que un chien à 7-8 ans, ben, on a quand même un animal qui est encore en pleine forme de l'âge et quand bien même il aurait un petit peu plus, il est apte à faire plein de choses et le sortir aussi, c'est-à-dire refaire attention à lui, penser que ben, justement il a perdu une partie de son foyer et des enfants. Les enfants, ça a quand même une place importante dans la vie d'un chien, surtout s'il a grandi avec, notamment au niveau interaction, que cet animal a été habitué à avoir pas mal de stimulation avec les enfants. C'est souvent ce qui se passe, hein, beaucoup de jeux, beaucoup de sorties. Et que là, ben, bim, hein, il se retrouve tout seul. Donc là, ben oui, c'est au couple qui est là à penser un petit peu à lui et à mettre en place des activités qui seraient adaptées à l'âge du chien, à ses envies, à ses besoins. Voilà. Donc, repenser des interactions avec lui. Alors, à quel âge un chien devient, on peut dire que là, il vieillit? De manière biologique, métabolique, de manière Disons biologique, que où métabolique, il y a où il y aurait des signes de vieillesse. Non, parce que je te pose la question parce qu'évidemment, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive assez fréquemment, trop fréquemment, je trouve, de parler avec des animaux qui sont qui réduisent leur activité et leur demande d'interaction parce qu'ils ne sont pas bien dans leur corps. ok, donc d'eux-mêmes, qui réduisent d'eux-mêmes. Oui, de même, voilà. Alors qu'en fait, du coup, les personnes se sont dit que le chien n'est pas bien, puis elles se sont entendues répondre, ah, ben il est vieux, c'est de l'arthrose. Et quand le chien, il a, alors bon, mais ça dépend des races évidemment, mais pour une race de taille moyenne, quand il a entre guillemets que 8 ans, et pour un petit chien, quand il a 10 ans, je me dis oui, mais bon, il a encore pas mal d'années avant d'arriver au stade où il sort plus du panier, le chien. Carrément, Donc, carrément. donc moi, j'ai tendance à penser que là, il faut juste le remettre dans le confort physique et qu'il va retrouver de l'activité, de l'interaction. Alors, il faut adapter l'activité, ça c'est une évidence. Mais certainement pas réduire la stimulation, l'interaction et les moments d'occupation et de jeu. Et du coup, la question, est-ce qu'il y a un critère ou un âge où on peut se dire, tiens là, objectivement, ça c'est un chien âgé, donc on sait que, voilà, ou est-ce que là, on demande l'avis du chien pour savoir comment il se sent.
Alors, du coup, ouais, demander l'avis du chien via la communication, c'est pas mal, hein. Mais c'est sûr qu'après, va dépendre du chien, de son vécu, de sa génétique, d'accident de vie ou pas, de sa taille, de son mental aussi. En exemple, moi j'en ai un qui a bientôt 12 ans et c'est un gamin dans sa tête. Donc physiquement, oui, on voit que le grand chien, c'est un chien qui fait plus de 50 kilos, donc c'est aussi un grand chien. C'est un chien qui joue au frisbee, c'est un chien qui joue à la balle. On est encore allé nager hier, mais justement son mental fait que dans certaines situations, notamment sur des activités aquatiques, je me suis rendu compte hier justement que là il fallait faire attention. Que là c'était à moi en tout cas, donc là moi voilà, hein, ça maîtresse de faire attention à ce qu'il se surmène pas trop, qu'il n'en fasse pas trop, parce que son mental est toujours là. C'est un chien qui a travaillé aussi, hein, qui était pas mal dans l'utilité, qui a un bon physique, mais où le corps, au bout d'un moment, voilà, si on n'y prend pas garde et ne sachant pas peut-être se ralentir sur cette activité-là, il pourrait se mettre en danger. Donc là, moi, c'est mon observation par rapport à des tout petits signes, parce que au bout de plusieurs années aussi, on connaît bien son animal, des tout petits signes, et parce qu'il y a aussi la raison et la logique, hein, arriver presque à 2 ans sur des activités physiques, avec l'eau en plein milieu d'un lac, avec plusieurs nages au bout d'une heure. C'est-à-dire que là, la prochaine fois, on va prendre un gilet pour peut-être l'aider s'il veut en faire plus, par exemple. Après, voilà, il y a cet aspect pour tous les autres chiens, hein. Là, je prenais cet exemple-là parce que hier, justement, j'ai eu le cas avec mon animal, avec mon chien. Après, il faudrait que j'aille demander aussi dans sa tête comment il le voit, mais c'est un gamin, quoi. Il est vraiment à fond. Il y a le côté métabolique, biologique qui fait qu'il y a un petit ralentissement aussi au bout d'un moment et qu'il y a des chiens qui vont être plus sujets à l'arthrose. Donc déjà, il y a toute la prise en charge, soulagement vétérinaire, naturopathie, alimentation, tout ce qu'on peut mettre en complément pour l'aider sur des pathologies de vieillesse et accélérées peut-être par des expériences de vie et des accidents et la génétique. Et ensuite, c'est surtout ne pas réduire drastiquement leur activité sous prétexte qu'ils prennent aussi de l'âge. Ça rejoint un peu l'exemple qu'on a pris avant. Et là, moi, je vais revenir sur les activités que je connais bien, mais tout ce qui est balade bien sûr, mais activités d'olfaction par exemple, c'est tellement facile à mettre en place et ça permet de soutenir une activité douce au niveau mobilité et super sympa pour le chien au niveau cognitif et au niveau de stimulation mentale. Donc après, il y a vraiment des différences entre tous les chiens, ce qu'ils ont pu vivre. Mais dans tous les cas, pour moi, là où le signe, moi, j'ai donné vraiment cet exemple hier, vraiment, moi, ça a été parlant pour moi et pour mon chien. C'est bien connaître aussi son animal, bien le connaître dans son activité normale, entre guillemets, c'est-à-dire sur toute sa période jeunesse, jusqu'à ce qu'il atteigne un âge senior. Donc, pour les grands chiens, à partir de 7-8 ans, apparemment, ils sont seniors. Alors, si je vois le mien, franchement, à 11 ans, il a commencé à peine à l'être. Mais, et à partir de 10 ans sur les plus petits chiens. Mais une fois de plus, c'est bien connaître son chien, bien connaître ses limites et bien l'observer et pouvoir lui donner des activités de substitution. Et puis après, tout ce qui est pathologie au niveau du corps, ça c'est un aspect vétérinaire et puis les accompagnements qu'on peut avoir, vétérinaire, ostéopathie, etc., massage. Et alors, je voulais aussi aborder le sujet de la relation entre les chiens et les enfants. Parce que donc là, c'est quand même quelque chose pour lequel moi, je suis assez souvent appelée, c'est-à-dire la personne qui attend un enfant et qui me dit qu'il y a de l'inquiétude parce que son chien, c'était son bébé, se rend compte que le chien a été très gâté par le couple. Et puis là, il y a un bébé qui va arriver avec toujours cette crainte de la jalousie, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'entends très souvent. En tout cas, la personne a peur que le chien soit jaloux de l'enfant et que parce qu'il est jaloux,
il fasse du mal à l'enfant. Alors, la version le chien jaloux de l'enfant, c'est quelque chose que j'ai pas franchement entendu du côté chien. Ce sentiment de jalousie. Ce que je vois souvent, c'est qu'en fait, le chien, il a envie de comprendre c'est quoi ce truc qui est H24 dans les bras de ses gardiens et qui fait un boucan d'enfer, et puis qui a des odeurs très particulières aussi. Et qu'en général, il n'y a pas accès, et le fait qu'il n'y ait pas accès, ça le met dans une posture un peu où il va être. Alors, chez certains chiens, ça devient un peu obsessionnel, tu vois, ils fixent parce qu'ils ont absolument envie de comprendre c'est quoi ce truc. Souvent, une fois que l'enfant est sur ses deux jambes, ça règle la question pour le chien. Enfin, j'ai vraiment parlé avec des chiens qui, jusqu'à ce que l'enfant soit debout sur deux jambes, ils ne savaient pas vraiment à quoi s'en tenir. C'est-à-dire, c'est un nouvel animal dans la maison, enfin, tu vois, très fou. Une fois qu'il est bipède, c'est une évidence. Ah oui, c'est un humain. Ça, c'est une version que j'ai déjà eue des chiens. Une autre version que j'ai eue aussi, c'est le chien qui perçoit le bébé comme un congénère, mais vraiment. Et du coup, une fois que le bébé est posé au sol et à quatre pattes, ben, c'est super, on va jouer. Mais du coup, on va partager les mêmes jouets. Du coup, parfois, le chien va décider que le doudou du bébé, c'est à lui. Et le bébé, alors ça, c'est assez surprenant. Par contre, c'est que, et ça, c'est dans plusieurs cas où ça se passe comme ça, le tout jeune enfant, il est très à l'aise d'interagir. Alors, il n'a pas le langage, il ne parle pas encore avec les humains. Donc, l'humain ne comprend pas toujours le jeune enfant, mais le jeune enfant vis-à-vis du chien, ce n'est pas du tout un problème. D'ailleurs, on a l'impression qu'assez intuitivement, il y a un mode de communication qui se met en place entre les deux, qui fait qu'ils se comprennent. Et alors, la version chien de cette histoire-là, c'est que c'est vraiment comme si le jeune enfant était un congénère. Et moi, mon inquiétude par rapport à ça, enfin, en tout cas, du coup, moi, je mets en garde les parents, c'est que l'enfant va grandir plus lentement que le chiot. Donc, tant qu'on est deux bébés qui jouent, c'est bien. Mais une fois que le chiot, ça devient un adulte et que l'enfant, ça reste un enfant, il va y avoir un décalage. Et l'enfant va faire des choses qui sont admises si on est un chiot, mais qui ne sont pas admises si on est un chien adulte. Et du coup, le chien va avoir une réponse qui est admise pour un chien adulte, mais qu'il n'aurait pas vis-à-vis d'un chiot. Moi, c'est le danger que je perçois quand je prends du recul, quand j'entends le chien qui me raconte que le bébé et lui, qui ont le même âge, que ça c'est aussi classique, je vais avoir un bébé, j'adopte un chiot en même temps, ils vont grandir ensemble. Mais c'est qu'en fait, à un moment donné, le chien est adulte et le bébé, voilà. Donc là, en général, je mets en garde les personnes quand je vois qu'une relation comme ça est mise en place entre un chien et un bébé, enfin, entre un jeune chien, un chiot et un bébé. Et je leur demande de se tourner vers un éducateur comportementaliste pour leur expliquer quelles attitudes ils doivent avoir eux et qu'est-ce qu'ils doivent apprendre à leur enfant de l'attitude que l'enfant, lui, doit avoir avec un chien, parce qu'en fait, tous les chiens ne seront pas son copain. Et donc, j'ai les deux. J'ai parfois des personnes qui ne sont pas du tout prudentes et puis j'ai des personnes qui ont super peur et en fait, en ayant peur et en tenant tout le temps le chien à distance, ben, elles créent une situation dans laquelle le chien ne s'y retrouve pas, puis elle pense qu'il est jaloux, alors qu'en fait, il n'est pas jaloux, c'est juste qu'il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Voilà, ce que toi, du côté comportement, éducation, qu'est-ce que tu amènerais dans ce genre de situation? Ouais, c'est vrai que c'est pas facile et c'est vrai que les personnes en fait qui adoptent les chiots notamment et qui il y a le bébé qui arrive, ils sont super contents parce que bah, du coup l'enfant ou l'enfant en bas âge, il va grandir avec le chiot. Mais ils perçoivent pas, les personnes ne perçoivent pas en fait cette différence que tu as mentionnée en fait qui va s'accroître super rapidement au niveau de l'âge, quoi. Puisque le chiot à 6 mois c'est plus un chiot déjà. L'humain à 6 mois, c'est encore un bébé. Et effectivement, l'animal, lui, va grandir super vite. Et l'enfant, lui, qui a ce développement qui est bien plus lent, il va avoir effectivement, il peut avoir des comportements qui vont être perçus comme pas corrects par le chien, parce que il y a peut-être aussi plein de choses qui ont été laissées, laissées faire entre l'enfant et le chiot en bas âge, quoi. Parce que ouais, c'est mignon l'enfant qui va dormir dans le panier du chiot aussi ou du chien.
Et ouais, alors on s'imagine, hein, on peut se dire, bah oui, dans tous les cas, il va le tolérer après, puisque le chien, il voit l'enfant grandir, c'est son ami, ils grandissent ensemble, donc il n'y a pas de raison que le chien ne tolère plus l'enfant dans le panier après, quoi. Les personnes ont du mal à se projeter là-dessus, parce qu'en fait, elles connaissent pas l'évolution en fait du chien et comment grandit cet animal-là. Il y a certes plein de choses similaires en fait dans le développement du chiot et le développement de l'enfant, jusqu'à un certain point, forcément. Et notamment, voilà, la différence majeure, c'est que le chien est un chien déjà, c'est pas un humain, mais qu'en plus, il grandit vachement vite. Et non, on laisse pas un enfant aller dans le panier du chien, même si c'est super joli, même si ça fait des belles photos, même si en fait, on peut penser que ça crée un lien, qu'il y a un fort lien. Ouais, non, voilà, il le voit peut-être comme un copain et comme quelqu'un de sa fratrie en étant chiot, en grandissant vite, on voit très bien qu'un jeune chien à 5-6 mois, déjà ses comportements ils changent. Il y a des phases aussi, hein, à partir de 4-5-6 mois, selon le type de chien. Euh, Ça joue plus fort, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, les hormones commencent à monter, il y a des choses qui vont vouloir s'accaparer et ne plus vouloir partager. Euh, dans tous les cas, voilà, enfin, moi de mon point de vue professionnel, quand je rentre dans les familles comme ça, il faut qu'il y ait des règles. Ça m'est arrivé il y a quelque temps, pas très loin de chez moi, là, sur un couple avec un Doberman, adopté adulte, cette fois-ci. Là, c'est pas l'exemple de chiot, hein, mais c'est l'exemple des règles. Et un autre chien qui était là avant ce Doberman, que j'avais eu plus jeune, via une association. Les deux chiens à l'intérieur, avec un problème déjà de gestion et de mise en place de certaines règles, et l'enfant qui arrive, donc la personne enceinte. Et alors moi je sais pas comment on perçoit le chien. Voilà, ça c'est pas le rôle de la communicante, du communicant. Je sais pas comment perçoit le chien en fait de l'individu qui est à l'intérieur du ventre de la femme. Après moi je pense qu'il est sensible à des odeurs. Alors bien sûr si c'est des odeurs inconnues, comment est-ce qu'il s'imagine dans sa tête, j'en sais rien. L'enfant naît, donc il y a tout ce passage de présentation. Donc ça moi j'en avais discuté avec eux. Effectivement si on retire le chien sauf si on a un chien dangereux, hein, bah, il s'en expose pas, bien sûr, hein, euh, il faut pouvoir amener quand même ce contact de manière douce, de manière contrôlée aussi, parce qu'un chien peut être un petit peu brut, surtout quand il est déjà adulte. Mais là, en fait, le mot d'ordre, c'était mettre de l'ordre dans la vie des chiens et déjà leur apprendre que eux, ils doivent avoir une place et qu'il y a des règles dans la maison, qu'on peut pas aller partout, qu'on peut pas que tu vas au panier, je te le demande, tu y restes, parce qu'en fait, on a un environnement aussi qui peut être plus ou moins confiné et étroit, ce qui peut être plus difficile en plus pour la circulation de l'enfant et du chiot ou du chien. Chiot, il doit avoir aussi, bon là c'est le cas de chien déjà adulte, mais le chiot, il doit aussi avoir son petit endroit à lui parce qu'on doit pouvoir lui permettre de se reposer. Donc on peut fabriquer un endroit, on peut lui mettre un petit parc à chiot pour qu'il puisse aller se retirer, ou en tout cas lui donner aussi à manger dans le calme. Donc il y a des règles à mettre en place pour l'enfant et pour le chien, que le chien soit adulte ou soit chiot, et l'enfant qui est petit et l'enfant qui va grandir. Donc ouais, non, on laisse pas l'enfant aller dans le panier, petit ou plus grand. On laisse pas l'enfant aller trifouiller dans la gamelle. Par contre, on va pouvoir faire amener la gamelle à l'enfant quand il a un certain âge avec le parent, bien sûr de manière contrôlée. Il y a plein de choses comme ça. Apprendre à l'enfant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec l'animal. C'est pas bien sûr un jouet, c'est pas un copain de jeu au quotidien H24. À le laisser tranquille et ne pas partager non plus les jouets. L'enfant a ses jouets, le chien a des jouets. Après, ils peuvent partager des moments de balade, des moments de calme. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est partager des moments en fait normaux, de calme, éviter l'excitation. Pour éviter après tous les débordements, parce que ben oui, l'animal lui va grandir en taille aussi peut-être, et plus vite, et la gestion après de l'excitation, la gestion des émotions, l'enfant qui court, tout ça, là, ça pose problème. Et c'est là où les gens ils nous appellent. C'est pas Oui, comme avant. C'est ça qui est dommage.
pour Ouais. déjà mettre en place au niveau des parents, ben, comment fonctionne le chien, quel est son langage, comment communiquer avec lui aussi sereinement pour pouvoir le transmettre à l'enfant. C'est quand les problèmes sont installés que le chien a couru partout de chiot jusqu'à l'adolescence avec le petit enfant qui soit à quatre pattes, soit après en courant, a couru partout avec le chien et que du coup il s'en sortent plus parce que le chien il va niaquer les mollets de l'enfant, mais qu'en plus il généralise à tous les autres enfants et à tout ce qui va passer. Enfin voilà, que ça déborde dans tous les sens et c'est là que qu'on est beaucoup appelé. Donc voilà, pour moi, il faut des règles, il faut qu'elles soient claires pour tout le monde. Mmh. Et alors du coup, dernière, petite, allez, anecdote, la gamelle. Donc là, tu as bien dit, l'enfant va pas dans la gamelle du chien, puis en fait, après on peut éventuellement apprendre à l'enfant à donner son repas au chien. Et alors je suis encore de temps en temps appelée, pour des personnes qui donc disent avoir été mordues par leur chien. Alors, il y a encore aujourd'hui l'idée, donc mon chien m'a mordu, je dois savoir s'il faut que je l'euthanasie ou pas. Comme si, une morsure, c'est forcément euthanasie. Alors moi, pour moi, ça a évolué depuis, enfin, c'est quand j'étais enfant, qu'on euthanasie un chien pour une morsure. Mais bon, en tout cas, il y a encore des personnes qui pensent comme ça. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'ils vont appeler un communicant plutôt que d'appeler un expert, pour faire une expertise du risque de morsure à l'avenir. Enfin, voilà, ils appellent le communicant. Le nombre de fois où le chien m'explique qu'en fait, il a niaqué, il n'a pas mordu, parce qu'on avait la main dans sa gamelle, parce qu'il avait la tête dans la poubelle, le chien qui a la tête dans la poubelle et la personne qui va chercher la tête de son chien dans la poubelle alors qu'il est occupé de bouffer un truc dans la poubelle, ou parce qu'il avait un poulet dans la bouche, il avait piqué un poulet, et qu'on a voulu lui reprendre de sa bouche, tu vois? Donc vraiment des situations, si tu veux te faire mordre par un chien, tu fais ça, quoi. Enfin, tu vois, c'est et du coup vient la question de: «Bah oui, mais bon, moi je suis le maître du chien, donc le chien doit accepter que moi je reprenne sa gamelle, je reprenne la nourriture dans sa bouche et cetera». Et moi j'ai quand même l'impression, enfin chez la plupart des chiens, c'est vraiment un truc du genre: «Bah, quand je mange, tu me fous la paix en fait, point. Tu es mon maître, tu es pas mon maître, ça change rien. Je mange, tu me fous la paix». Ça, c'est un point. Et l'autre point, c'est qu'en fait, si le chien j'ai l'impression, s'il n'a pas vraiment appris, dans l'éducation à lâcher, le côté bouffe, en fait, à ce moment-là, quand même, que je t'aime pas, que tu sois mon maître ou que je t'obéisse ou que je t'obéisse pas, ça perd de son sens quand même. Ouais, c'est des choses qu'on arrive à voir encore, hein, et pas mal ça, entre autres comportements humains, en fait, qui vont être délétères et qui vont créer la surprise, sinon, voilà, la morsure parce que, trop clair. Souvent là, les cas que tu décris, c'est, heu, c'est quelque chose qui est déjà mis en place depuis un moment. C'est-à-dire que c'est une goutte d'eau. Si on a sur un chien, un jeune chien ou un chien adulte, c'est que, en fait, l'animal n'est pas tranquille, il n'a pas été tranquille pendant sa jeunesse justement pour manger, heu, à cause voilà, de choses de lieu commun, comme quoi il faut pouvoir, manipuler la gamelle du chien pour qu'il mange, pouvoir y mettre la main et cetera, pouvoir lui retirer, lui redonner. Donc en fait, on va créer beaucoup d'insécurité autour de la gamelle et de ce moment de nourrissage, qui est quand même vachement important pour l'animal. Donc en fait, cet animal insécurisé, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va avoir comme solution? Ça va être, peut-être de montrer les dents et puis d'autres, de pas montrer les dents, mais d'aller pincer directement. Encore plus s'il y a une surprise ou, Oui. encore plus, si la nourriture, elle est d'une valeur, vraiment, voilà, le poulet par exemple, quoi. Et puis aller faire lâcher, le poulet au chien, bon, la prochaine fois, on évitera de laisser traîner le poulet, quoi. Enfin, voilà, pour moi, ça reste quand même vraiment le plus simple. Moi-même, là, j'ai des os où si je donne à manger à mes chiens, de la viande, je vais pas leur demander d'aller lâcher, quoi. C'est Oui, quelque chose donc qui pour a toi, beaucoup de valeur. ça a aucun sens dans l'éducation d'habituer le chiot à ce qu'on prenne sa gamelle, à ce qu'on lui redonne, à ce qu'on y mette les mains, des choses. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Après, en fait, il y a vraiment, ça va dépendre des cas, de chiens et ça va dépendre, le mot d'ordre, c'est de ne pas aller embêter l'animal. Par contre, si, le lieu de vie est étroit, si, il y a des enfants, il faut bien sûr que tous les messages, soient bien passés correctement, comme on l'a dit avant aux enfants. Mais il va falloir aussi que l'animal, il apprenne à manger en présence de la famille aussi, quoi, parce que, à des moments, on ne peut pas faire autrement.
donc sans aller l'embêter, justement pour rendre ce moment, même si l'endroit est petit, s'il n'y a pas trop de choix, s'il y a de la présence humaine à ce moment-là, lui faire comprendre que c'est quand même normal qu'il y ait du monde à ce moment-là. Oui, Que c'est pas pour ça qu'on va l'embêter, que c'est pas pour ça qu'on va aller lui retirer sa gamelle, que c'est pas pour ça qu'il va qu'il va se sentir en insécurité. Au contraire, tu manges, on est là, mais regarde, t'inquiète, voilà, il se passe rien, tu peux manger vraiment tranquillement, quoi. On peut par contre habituer l'animal à recevoir un petit surplus de nourriture, donc d'aller vers lui pour lui amener la peau du poulet oui. et lui rajouter dans sa gamelle. Voilà, plein de petits trucs comme ça qui sont plutôt annonciateurs pour lui de bonnes nouvelles quand on est à côté, ou alors de tranquillité aussi. Euh, Oui. voilà, mais ouais, on va pas embêter un chien qui mange, Mm, mm. c'est du bon sens. Et alors, du coup, une dernière question pour clôturer. Après, je vais laisser la parole aux personnes qu'elles posent leurs propres questions. Et qu'est-ce que les chiens nous apprennent? C'est ça la question? Ouais, la grande leçon des chiens aux humains. Oh là là, ma pauvre, mais je peux pas répondre là. Il nous faut une nuit, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu dirais là ce soir? Un truc vraiment, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? À remettre beaucoup nos comportements en question. Ouais, voilà. Moi, si j'avais un truc à dire, c'est vraiment ça, c'est-à-dire à être tout le temps en veille par rapport à nous-mêmes et nos propres comportements. Alors, envers l'animal, oui, mais envers la société et les autres, en fait, en général, quoi. Mhm. Il y a un peu ce truc-là où, en fait, se confronter à une espèce qui est auprès de nous depuis des millénaires, mais que finalement, la plupart des gens ne connaissent pas du tout, nous oblige à faire attention un peu à ce qu'on est nous et à notre manière de nous comporter, au fait que on vit dans notre monde, oui, et on partage ce monde-là, mais qu'on a chacun une vision du monde qui nous est propre, et que ça nous oblige, oui, à avoir un peu d'imperméabilité dans ces mondes-là pour qu'on puisse communiquer et vivre ensemble de manière sereine, quoi. Mais nous, humains, vu qu'en fait, ils vivent dans notre société à nous aussi, euh, à nous remettre beaucoup en question pour adapter nos comportements et notre manière de faire pour que les chiens ils se sentent au mieux, parce qu'en général, s'ils atterrissent dans nos familles, eux, ils n'ont souvent rien demandé, même si après, je sais que de la part des communicants ou autre chose, ils ont apparemment souvent des missions auprès de l'humain, mais, mais pour moi, à la base, si on va acheter un chiot, il a rien demandé. Donc Mm. c'est aussi à nous à voilà à faire attention. Donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression. Enfin voilà, moi c'est ce qu'ils peuvent vraiment nous apporter en plus de plein d'autres choses. Voilà, tu m'as dit un truc, je Oui, dirais oui, oui, ça. oui, Mais voilà. On n'a pas la c'est nuit c'est c'est pour raconter. énorme, c'est énorme, 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 énorme. Alors, du coup, je rebondis quand même sur la mission de vie. Je sais que c'est un. Alors, je vais casser le mythe, hein, mais moi, je ne suis pas un communicant Vas-y, animalier qui fait rêver, en fait, hein, je suis assez c'est bien, pragmatique. vas-y, Et je vais vas-y. casser le mythe. La plupart des animaux à qui je pose la question n'ont aucune idée de leur mission de vie. Hein, voilà. En fait, il arrive que certains animaux, à force de vivre auprès d'une personne, comprennent ce qu'il lui apporte et soient en mesure de Super. dire, en fait, moi, ça fait 5 ans qu'on vit ensemble, je lui apporte ça. Il arrive que certains animaux prennent un rôle par rapport à une personne parce que cette personne en a besoin, mais c'est un rôle psychique, hein, donc voilà, un chat peut prendre le rôle de la mère vis-à-vis d'une gamine qui a perdu sa mère, des choses comme ça, et en avoir conscience. Mais c'est des cas qui sont, alors je vais pas dire exceptionnels ni rares, mais en tout cas c'est pas hyper fréquent. La plupart des animaux ne sont pas chez nous, dans nos vies, à dessein. Parce qu'en plus, c'est aussi un petit peu cette idée de l'animal a une mission, c'est très anthropocentré. Ça C'est veut dire, ça. mon animal, il est à mes côtés pour moi parce qu'il a un truc à faire pour moi. Ben, en fait, ben non, il est juste là parce que c'est sa vie, c'est son incarnation. Lui aussi, il a des choses à apprendre. Et puis, du coup, ce qui est dommage, c'est que parfois, l'animal a beaucoup d'attentes vis-à-vis de la personne parce que peut-être c'est un animal qui est un peu insécurisé, pas très sûr de lui, qui a un parcours difficile, qui n'a pas su se construire des repères fiables. Et en fait, du coup, il a des attentes. Et l'humain se dit, ah, il a une mission, il est là pour moi.
Moi, j'ai parfois des chiens qui me disent, mais c'est mon maître qui est là pour moi. C'est pas moi qui suis là pour lui, en fait. C'est moi, j'ai besoin de mon maître, c'est pas le C'est contraire. ça met un peu de côté un peu la réciprocité. En fait. C'est ça. Et du coup, voilà, je pense que là, je m'inscris en faux par rapport aux autres communicants animaliers, mais en même temps, honnêtement, je peux pas prétendre à des choses que. Enfin, les animaux ne me disent pas, on a des missions, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, je ne sais pas d'où viennent ces infos chez les autres, mais en tout cas. Ouais, mais c'est quelque chose qui m'entend pas mal. Ben oui, oui, je sais bien, c'est des choses qu'on entend beaucoup. C'est comme le côté, bon, ben oui, l'animal a choisi d'arriver chez toi. Alors, c'est vrai que parfois, quand on se rencontre, il y a des choses fortes qui se passent avec un animal, surtout quand il est adulte. Mais ça peut aussi être quand il est chiot. Mais il y a un certain nombre de chiots qui arrivent dans leur famille humaine complètement terrorisés, pas du tout contents d'être là, parce que c'est un changement de vie qui est brutal et qui comprennent pas les attentions qu'on leur porte. C'est pas parce qu'ils ont été mal élevés avant ou maltraités ou pas suffisamment manipulés, c'est juste parce qu'en fait, c'est juste un changement de vie à 180 degrés. Enfin, voilà, c'est complètement tout leur univers qui se bouleverse. Et donc, en fait, ils sont pas occupés de se dire j'accomplis ma mission, je rêvais d'arriver là, en fait. Ils sont occupés de s'adapter à ce qu'on leur propose du mieux qu'ils peuvent, quoi. La Donc, on relation, doit, elle se tisse vraiment avec du temps. avec du temps, ouais. Le facteur temps est vraiment hyper important. Alors, du temps, puis comme tu disais très bien tout à l'heure, des activités, de l'interaction. Mais bien sûr, Il faut qu'il se passe quelque chose. Effectivement, si le chien, on lui donne ses croquettes, puis que on lui laisse la porte ouverte entre la maison et le jardin et qu'il doit se débrouiller, il n'y a pas de raison que, enfin, que quelque chose se passe voilà, entre lui et sa famille, quoi. Voilà. Alors, mais merci Delphine pour toutes ces infos hyper intéressantes du coup sur nos amis canins. Je vais voir déjà s'il y a des questions qui nous ont été communiquées. Alors, pas vraiment. Euh, Et donc, du coup, il y a un message d'Hélène. Après, Hélène, tu veux prendre la parole directement? Puisque là, en allumant ton micro, tu peux parler. Voilà. Oui, excusez-moi, je suis arrivée un peu tard. Je sors d'une opération du canal carpien. J'étais très désolée d'arriver 1 heure en retard. Donc, j'ai pas eu coucou la Hélène. présentation. Coucou, ça va bien, Delphine? Eh bien, non, simplement, voilà, pour revenir avec la relation enfant-chien, je suis donc, donc, je suis intervenante en médiation par l'animal. Formée notamment par Delphine. Et donc, lors de mes pratiques, j'ai été amenée à croiser des personnes qui se posaient des questions sur l'arrivée d'un animal. Voilà, pour les craintes, pour la peur, etc. Ça, c'est du côté de l'éducation. Et puis, je suis aussi AESH, donc assistante d'élèves en situation de handicap. Et dans des groupes de parole avec les enfants, les parents et tout ça, là, maintenant, je suis sollicitée par les parents qui vont accueillir des chiots ou des chiens adoptés parce qu'ils sont sensibles à la cause animale et donc ils préfèrent pour certains adopter. Et donc, du coup, je suis très attentive, enfin, j'essaye de les faire réfléchir sur comment ils envisagent la vie du chien déjà dans la maison, comment ils envisagent leur relation, est-ce que ça répond à un besoin particulier, et savoir leur dire que l'animal ne va pas être une baguette magique, l'animal ne va pas répondre forcément à un besoin. Et il faut être très attentif aux signaux du chien, à son vécu, c'est un chien adopté, etc. Donc, en fait, je me rends compte que les gens deviennent de plus en plus sensibles à ça. Et, et c'est un truc tout à fait bizarre. J'ai aucune notion de communication animale. Et je suis intervenue auprès d'une jeune femme qui avait besoin, peut-être que vous avez abordé le sujet, mais d'une jeune femme qui avait perdu la sociabilisation de son chien. Elle l'avait complètement perdu avec le temps. Ce chien a 4 ans maintenant. Et en fait, en arrivant sur les lieux pour travailler avec le chien, la resociabilisation, le fait qu'elle ne soit pas à l'aise avec son chien, renouer le contact de confiance entre elle et le chien, au milieu extérieur et tout ça,
ça a été très fort à moi. Alors, je ne me l'explique pas, hein. Mais c'est comme si ce chien, elle l'avait adopté chiot. C'est comme si elle s'était donné pour mission de remplacer sa maman à son chien. Et ce chien ne l'avait pas du tout accepté. Par contre, lui, il avait eu un déchirement euh, avec sa famille, sa fratrie, et qu'il n'avait pas retrouvé après. Et donc, ce besoin, petit à petit, au début, bon, elle croisait d'autres chiens, etc. Son besoin, il a été assouvi de relations sociales entre chiens, il a été assouvi. Et petit à petit, il a été décroché de ça parce que elle a été surmenée par le travail, il y a eu le Covid, etc. Elle a moins amené son chien à la rencontre de ses congénères. Et ce chien m'a fait dire à son maîtresse que, en fait, il était en manque de ça et en fait, c'était pas de l'agressivité, c'était une folie. Enfin, il avait envie vraiment d'aller vers les autres et elle avait mal interprété ça. Donc voilà, donc là, elle me demandait, mais c'est lui qui est devenu maître de moi, je ne contrôle plus, etc. En fait, c'était leur relation qui était complètement. Ils avaient perdu le repère l'un et l'autre de ce qui avait été établi au départ, quoi. Voilà. Donc c'était un peu les deux interventions sur lesquelles voilà, je rebondissais sur ce que j'ai entendu à l'instant. Malheureusement, j'ai pas tout entendu, mais avec plaisir, je remettrai le replay avec moi, voilà, pour Alors, apprécier ce que vous avez changé. on n'avait pas parlé des rencontres entre congénères Non. chiens. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire la dame se dit mon chien a perdu sa sociabilisation, il est devenu agressif avec les autres, et en fait le chien il est frustré de ne plus avoir de contact social. C'est un truc, moi j'ai souvent comme animal, les gens me disent je voudrais savoir pourquoi mon chien agresse les autres chiens, et en fait le chien il pète un câble parce qu'il a juste envie d'aller dire bonjour à un autre chien. Parfois c'est absolument interdit parce qu'il sort que en laisse et comme il réagit comme un bourrin, c'est-à-dire il tire, il aboie, il a la crête levée, etc. Les gens se disent il va bouffer le chien d'en face, donc on s'éloigne, il n'y a pas de rencontre. Mais du coup, ils n'osent pas le lâcher en balade parce qu'ils ont peur que s'ils le lâchent et qu'ils rencontrent un autre chien, ils se battent. Et du coup, plus le temps passe et moins il a de vie sociale, et moins il a de vie sociale, et plus dès qu'ils rencontrent un congénère, il y a cet effet, alors ce que tu disais Delphine tout à l'heure, l'effet goutte d'eau sur la gamelle, mais là c'est l'effet goutte d'eau sur la rencontre congénère. En fait, toute la frustration, elle explose à ce moment-là. Et en fait, je dirais vraiment un sujet sur lequel je trouve qu'il y a le plus d'incompréhension et où c'est vraiment pas juste pour le chien. La personne se met dans la tête que son chien est asocial, alors qu'en fait son chien souffre, et c'est une vraie souffrance émotionnelle et mentale. Il souffre du manque de contact avec ses congénères. Vas-y, je te laisse Delphine embrayer sur le sujet. Ouais, bah ça c'est un sujet qui est vaste aussi, hein, mais effectivement, c'est peut-être la cause majeure en fait des interventions maintenant, hein, c'est cette réactivité en fait en congénère. Euh, mais si on voit que les chiens, ils vivent beaucoup dans cette société humaine déjà qui leur crée énormément de contraintes. Il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Parfois, il peut y avoir un accident et puis après, ça crée du stress aux humains. Donc, effectivement, comme tu disais de Charlotte ou Hélène, du coup, l'humain va retenir le chien parce que maintenant, il y a de la peur. Donc, cette peur, en fait, après, on entre dans un cercle vicieux. Le chien, il peut pas fonctionner comme il devrait fonctionner en tant que chien. Il n'a pas d'espace, il est retenu. Donc sur certains chiens, types de chiens, c'est vraiment délétère aussi au niveau de la communication. Donc en fait, on rajoute des couches à la problématique à chaque fois. Le chien, il commence à être un petit peu plus réactif en bout de laisse parce qu'il est beaucoup moins lâché ou il est plus lâché en présence de congénères. Le stress monte, la frustration, donc il réagit un petit peu plus. Donc dans la tête des humains, souvent cette réactivité fait peur. L'humain aussi a beaucoup peur des comportements en fait, de chien, de réactivité et aussi tout ce qui va engendrer de l'agressivité. Il y a plusieurs degrés là aussi, hein. Mais tous aussi les signaux de communication qui vont faire émettre au chien la pile d'érection, bouger en avant, grogner, etc. Donc en fait, le chien humain va retenir de plus en plus son chien, va lui donner de moins en moins accès aux congénères. Et en fait, là, on est sur une pente bien glissante qui va nécessiter beaucoup de travail par la suite. Mais c'est vraiment
c'est énorme. On a des demandes à ce niveau-là, alors que du coup, au niveau communication, mais moi au niveau intervention auprès des personnes. Et ça, alors on voit beaucoup ça pour des jeunes chiens en fait aussi, parce qu'il y a l'aspect transformation aussi du chien, corporel et psychique, à travers tous les métabolismes qui évoluent, les hormones, etc. Donc, moi, j'ai pas mal d'interventions sur des jeunes chiens, entre 1 an et 3 ans, voilà, 8, 9 mois et 3 ans. C'est vraiment là où aussi il y a une réactivité qui peut naître, mais va être plutôt liée, ben oui, au fait que le jeune chien, il a envie d'aller voir des copains. Alors oui, il s'y prend un petit peu mal, mais effectivement, des fois, avec les hormones, on peut pas tout faire en même temps comme il faut. On peut le rapporter en fait au jeune ado humain qui n'arrive pas à réfléchir parce qu'il est en pleine boucle d'hormones et donc du coup sa manière de communiquer, de s'exprimer va être un petit peu différente, va être maladroite, hein. Voilà, il va être obnubilé par certaines choses. Bah, voilà, c'est vrai que le chien, on a un peu ce comportement-là aussi. Et là où il y a une incompréhension de l'humain qui va se mettre en place, parce que ben ouais, mais mon jeune chien super mignon, super gentil commence à devenir un monstre au bout de sa lettre quand il y a des congénères, il peut y avoir un petit fritage à un moment donné, parce que ben ouais, ça arrive. Et ça génère encore plus d'incompréhension, puisque ben, l'humain, ça le vit vraiment très mal, parce que ben, ça le met mal à l'aise par rapport aux autres personnes, notamment aux personnes des autres pilotes chiens, avec qui ils sont en train de se battre, parce que ça fait peur, qu'il peut y avoir de la morsure, il peut y avoir du sang, ils peuvent se faire mal, ça peut être effectivement impressionnant quand ça grogne et que ça monte en intensité. Et du coup, ça crée du stress, donc on lâche moins le chien, et bim, 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 hop, la frustration elle monte, etc., etc. Et on retombe sur les mêmes problématiques. Alors après, oui, effectivement, il y a des congénères qui n'ont pas envie de voir d'autres congénères. Ça arrive, on le voit clairement, ils n'ont pas envie d'être embêtés, ou alors ils vont être vraiment très sélectifs sur le type de congénère avec qui ils ont envie de partager. Euh, mais après, voilà, par contre, le travail est toujours possible sur un chien qui est sélectif et qui n'a pas envie d'aller voir des congénères qui vont l'embêter. Bah, on va falloir lui donner de temps en temps des balades avec des congénères cool. Et puis, ben, les autres, on va les amener doucement. Et là, c'est vrai que les personnes puissent aller sur des balades collectives encadrées, ça, c'est super. Parce que là, ils vont être guidés pas à pas avec leur chien. Ils vont pouvoir déjà changer peut-être de matériel, se détendre, être moins stressés parce qu'il y a un professionnel qui est là et faire des approches correctes avec les congénères ou en tout cas de manière progressive. C'est pas sur une première, ça sera sur plusieurs balades. Mais ça résout beaucoup de choses et puis se faire accompagner aussi en séance individuelle. Alors, il y a un aspect que les humains ne perçoivent pas de la vie de leur chien, c'est que la vie sociale de leur chien passe par eux. Donc moi, ce que j'ai souvent aussi en communication animale, c'est des chiens qui ont la nostalgie d'un copain qu'ils ont eu pendant qu'ils étaient chiots, par exemple, parce que quand il est chiot, au début, les personnes font beaucoup d'efforts pour sociabiliser le chiot. Ils vont ils vont rencontrer d'autres chiots. Ils vont grandir ensemble pendant 18 mois et après, les personnes, elles ont moins de trucs à faire, elles sortent moins les chiens, elles changent d'horaire de travail, ils voient plus son copain. Et les propriétaires du chien se disent pas, ils ont créé un lien, ces deux-là. Parce qu'il y a différents types de liens que les chiens créent entre eux. Il va y avoir des affinités, il va y avoir des amitiés. Parfois, c'est le type de lien peut être vraiment fraternel, même si c'est pas des frères, en fait, hein, même s'ils n'ont pas la même race ou le même âge. Alors, moi, le lien que l'animal me fait ressentir, ce que lui ressent, puis je mets les mots dessus. Mais je me rends compte qu'un même chien peut avoir un copain pour qui c'est un pote avec qui on joue, point, et un congénère avec qui on est très lié, avec genre forte amitié. Donc c'est pas la même relation. Et du coup, ça répond pas forcément aux mêmes besoins. Donc en fait, ils ont comment dire, une palette, on va dire, sociale qui est plus étendue que ce qu'on imagine. Et parfois, la copine avec qui j'étais 3 ans tous les jours au centre équestre, c'est une super amie. Et ben, la chienne du voisin, elle remplace pas la copine en fait.
parce que ce n'est pas le même individu, c'est pas la même histoire, c'est pas voilà. Et du coup, nous, dans notre manière de vivre, on va avoir un impact sur la vie sociale de nos chiens et parfois, on va couper des histoires, des relations, qui comptent pour l'animal. Et puis ça arrive aussi, alors moi je trouve que ça arrive assez souvent justement chez les chiens qui ont passé l'âge des 3 ans, de perdre tous les copains avec qui ils ont progressé quand ils étaient jeunes, justement parce qu'en fait, ça y est, le chien est éduqué. Donc on fait beaucoup moins d'activités ou alors on fait des activités, c'est des balades en famille ou on l'emmène en vacances ou des choses comme ça, mais plus ces activités hebdomadaires ou régulières où ils voyaient, tel copain, tel groupe, et cetera. Et moi, ça m'arrive souvent, hein, mais même le chien, il m'en parle, les gens me disent: «Ah oui, mais attendez, ça c'était il y a 2 ans, ça c'était il y a 3 ans, ça fait longtemps». Et ben oui, sauf qu'en fait, ça a quand même plus lieu dans sa vie et c'était quand même bien quand ça avait lieu, donc en fait, il a quand même envie que ça continue, quoi, hein. Et bon, c'est après, je dis les chiens, mais les chevaux, c'est pareil, hein. Vous changez d'écurie, le cheval, il perd son congénère, enfin, c'est un peu l'impact que nous avons sur leur vie, quoi, hein. Excuse-moi, Charlotte, si je peux me permettre, ça me rappelle justement la même jeune femme là qui disait, qui se prenait un petit peu pour la maman du chien, qui disait je suis sa maman, je ne comprends pas. Pourtant, elle l'avait justement amenée pendant jusqu'à ses 6-8 mois régulièrement parce qu'elle connaissait la dame chez qui elle adoptait, enfin elle l'a pris. Donc le chien avait contact avec sa maman, un de ses frères également. Et en fait, la relation entre elle et la propriétaire de la maman du chien s'est détériorée, et donc elle n'y est plus retournée. Et Et oui, donc, en fait, alors, j'ai pas fait, c'est bizarre ce qui m'était arrivé avec ce chien, parce que comme s'il me disait, non, j'ai pas perdu ma maman, enfin, je cherche pas une maman, j'ai pas perdu une maman, mais il me manque cette fratrie que j'avais oui, avant, quoi. C'est oui, incroyable. Et là, ce que tu racontes, c'est exactement la même chose. et oui, oui, non, mais c'est littéralement ça. Et oui, Ouais. ça peut arriver. Alors, il n'y a pas toujours de notion de filiation chez le chien, Oui, non, mais c'était, moi, je l'ai mais, compris dans ce mais que, parfois elle me ça le arrive. disait. Ouais. Alors, J'ai pas dit, toujours, mais parfois ça arrive. C'est-à-dire que si la relation avec la fratrie ou le... Alors déjà, au sein d'une fratrie, même tout petit, peuvent avoir des affinités. Mais si ça dure au-delà de 3 mois, euh, la notion de filiation, enfin, en tout cas, moi, j'ai plusieurs individus qui ont pu m'en parler. Alors, c'est pas tous, hein, c'est vraiment dans des cas. Et puis, ça se vérifie par rapport au fait que, bon, bah, comme j'ai le visuel de à quoi ressemble la maman, le contexte dans lequel ils se rencontrent et tout, bon, bah, on voit bien que c'est ce dont on parle. Mais surtout, souvent, c'est dans des situations où le lien n'a pas été totalement coupé dans le passage vers sa famille humaine. Et où, du coup, à ce moment-là, voilà, il y a des liens qui sont maintenus. Alors, c'est pas forcément des liens qui sont maternants. Car la oui, maman reste pas dans une relation maternante avec son non. petit, mais c'est quand même un lien de filiation. Et même aussi père-chiot. Ça, c'est aussi des... Alors, dans le sens du chiot et dans le sens du père aussi. S'il a été en contact avec son chiot. Enfin, voilà, évidemment. Et c'est vrai que nous, moi, parfois, j'ai l'impression qu'en fait, on arrive un peu avec nos gros sabots dans des choses délicates qu'on ne perçoit pas. Parce que juste, si c'était un humain, on les imaginerait, mais comme c'est un chien, on les imagine pas. Alors, je suis pas occupée de dire qu'il n'y a pas de différence entre un chien et un humain. Bien sûr, il y en a. On n'est pas du tout dans la même perception de la réalité. Et on n'est pas dans les mêmes compréhensions de la réalité non plus. Donc, il faut pas faire d'anthropomorphisme. Mais il y a quand même beaucoup d'aspects de l'être chien qui sont subtils dont on ne tient pas compte en fait dans le quotidien. Et c'est là que la communication animale devrait aider à mieux les comprendre, enfin en tout cas à mieux comprendre chaque individu. Et ce que moi je déplore en tant que communicant animalier, c'est que on m'appelle alors qu'il faudrait appeler un éducateur ou un comportementaliste. Parce que moi je suis là pour parler de ces choses subtiles, délicates, individuelles, qui parlent de l'histoire de ce chien avec cette personne-là ou de l'histoire de ce chien dans sa vie à lui, etc. Pas pour expliquer au chien que quand on l'appelle, il faut qu'il vienne au pied et que en fait, il faut pas qu'il parte à plus de 30 mètres quand il est en balade et qu'en fait, il faut qu'il arrête de courir après le chat et qu'en fait, voilà, ça, c'est pas mon job. Là, pour ça, il faut appeler Delphine, en fait.
Mais je trouve que c'est pas toujours très clair. Voilà, donc après, moi, quand je parle avec l'animal, quand on m'appelle je lis la liste des questions et je me dis ils ont besoin d'un éducateur, je fais quand même la communication avec l'animal, mais après, je leur dis, ouais, mais bon, après, par contre, vous allez avoir un éducateur pour tous les aspects, évidemment, comportementaux. C'est évident. C'est ça. Alors, voilà. Et Il y a inversement, si moi j'ai besoin, je renvoie aussi. Ah Il ben y a voilà, des c'est choses vrai. sur lesquelles moi j'ai pas de prise, hein, voilà, je renvoie vers le communicant. Ben oui, Le voilà, c'est communicant. vraiment un travail complémentaire. Tout Alors, à on fait. a un petit message d'Isabelle qui nous parle de son chien qui vient d'un refuge en Oui, Espagne. j'ai vu ça. Isabelle, tu veux prendre la parole, du coup, pour poser ta Elle question? est toujours là. Oui, je suis là. En fait, je rebondis parce qu'en fait, par rapport à ce que tu disais avant, j'ai adopté 2 chiens. Un premier qui vient de La Réunion, qui lui est très sociable avec ses congénères. Et comme il adore avoir des copains, j'ai pris ce deuxième chien pour lui, pour qu'il ait copain. Et donc, on a pris un éducateur canin. Hein, j'ai fait un travail, mais on dirait il sait pas en fait communiquer avec ses congénères. Donc, c'est dommage que Delphine soit dans la région. Moi, je suis à Cannes, ça n'a rien à voir parce que j'aurais vraiment aimé faire une Oui. rééducation émotionnelle pour lui. Et je travaille beaucoup avec les associations d'adoption de chiens d'Espagne. Alors après, Galgo ou Podenco. Après, il y en a plein d'autres, hein, plein d'autres types. Hein. Je ne sais pas si c'est un lévrier que tu as Non, adopté. alors c'est un petit chien qui fait 3 kilos, qui est croisé York Beware avec, je pense, Chihuahua. Voilà, donc moi j'avais fait un stage de communication animale, mais ça m'a pas du tout plu avec la personne avec qui j'ai fait ça. J'ai acheté un tarot, bon, c'est un tarot pour les animaux, hein, qui est exprès, qui dit qu'en fait sa problématique, je suis pas perchée, hein, faut pas croire, c'est en fait qu'il est le fruit aussi de la recherche qui cherche à naniser au maximum des chiens, parce que dans la nature un chien de 3 kilos, c'est pas une explication, mais et qu'il n'a pas été sevré correctement et que à des fins commerciales. Donc c'est vrai qu'il a une toute petite taille, mais sa première réaction, même s'il veut rentrer en contact, c'est d'agresser. Après, il se calme, mais il ne sait pas rentrer en contact sans agresser un chien. Et Ouais. après, avec certains, ça va, je sais, mais avec d'autres, alors je le promène en long, je ne peux pas le lâcher. C'est pas possible. En plus, 3 kilos, il se fait manger, quoi. Oui, oui, oui. Alors, je te comprends, Isabella. Moi aussi, j'ai adopté une petite chienne comme ça qui vient d'Espagne. D'accord. Il fait à peu près, ouais, il fait plus que ça. Il fait quand même 6 kilos de muscles. Croisé chihuahua, terrier, je sais pas quoi. Mais effectivement, c'est vrai que, bon, le petit chien, alors, je ne connais pas les expériences de ta chienne, hein, mais déjà, leur monde est pas simple, C'est ça, par leur taille. tout à Euh, fait. et ouais, donc un petit chien, c'est une proie aussi, hein. Tout à fait. Malheureusement, il peut être pris comme une proie et souvent ils le savent. Alors, est-ce que ce petit chien-là, il a fait des expériences malheureuses où il a eu très peur, ou est-ce qu'il a eu voilà une expérience sur lesquelles il aurait un traumatisme, j'en sais rien. Est-ce que le refuge a été difficile à vivre en Espagne aussi? Je pense. Parfois aussi le passage dans un refuge, ça peut être très compliqué pour un chien. Et surtout lui petit, parce que j'ai vu le refuge, ils sont tous ensemble. Donc s'il Ouais. était mis dans la meute, ben, les autres, ils faisaient leur loi, hein, par rapport à lui, hein. Et ouais, donc il y a plein de choses. Et c'est vrai que souvent, les petits chiens comme ça, qui ont eu des traumatismes, qui n'ont pas eu une socialisation en fait sécurisée, sécure avec d'autres types de chiens et notamment plus grands, ben, la meilleure défense, ça va être l'attaque, quoi. C'est ça. Ils n'ont pas grand-chose à perdre. Ils disent si je peux pas fuir, j'attaque dans tous les cas. Ou alors, bah voilà, vous faites un peu dans le tas, j'avoue un peu. Il y a un petit peu tout ça, quoi, mais ils se mettent en danger. Euh, Ça, c'est le problème, ils se mettent en danger, quoi. C'est ça. Et bon, Donc, alors moi, ouais. je vais les promener tous les jours. J'ai un parc énorme de 1 heure et demie. Donc, petit à petit, j'ai quand même réussi à lui faire côtoyer des chiens. Il arrive, enfin, avec des chiennes zen, qui même plus grandes que lui, mais il faut que le chien en face soit vraiment psychologiquement
bien dans sa tête et très calme. Ah oui. Donc là, ça va. Mais, c'est ça, oui. Ben, déjà, c'est bien ce que tu fais de pouvoir lui donner des relations qu'il puisse lui accepter, avec qui il se sent bien, quoi. Et, des fois, c'est pas multiplier la quantité, c'est pas très grave, mais du coup, voilà, lui offrir des relations avec des chiens avec lesquels il puisse apprendre, quoi. Apprendre à se mouvoir sans avoir peur et à communiquer et à être tranquille. c'est ça, mais après, bon, c'est compliqué. Après, je fais que des sauvetages. Alors, c'est comme ça. Quand c'est pas c'est l'autre, il y a tout. Mais bon, il faut essayer de trouver. Mais peut-être que je ferai une communication. Peut-être que Charlotte peut m'apporter des informations sur ces traumatismes. Et c'est toujours un bon complément, ouais. Bah, ouais, on peut savoir effectivement quelle est l'origine de ce comportement et voir aussi quels sont les éléments qui peuvent le sécuriser dans les rencontres. Oui, S'il y a des choses qui peuvent être mises en place en fait et qui rassurent le chien c'est ça. pour le faire progresser. Après, moi, ce que j'observe, c'est que les chiens qui ont vécu des choses vraiment éprouvantes et ils développent des comportements qui ont été à leurs yeux justifiés à un moment donné, en fait, qui a été le comportement le plus adapté pour une situation, et puis ce comportement reste. Et souvent, ils progressent jusqu'à un certain point. Oui, Et en fait, c'est-à-dire qu'après, on peut aussi évaluer, est-ce que le chien peut encore progresser? Est-ce que du coup, on va l'amener un peu plus loin? Ou est-ce qu'en fait, là, il est à son maximum et du coup, il nous demande de lui éviter certaines situations oui, plutôt que de. Voilà. Et ça, on peut évaluer avec la communication animale parce que parfois, quand il faut renoncer à l'idée du chien, entre guillemets, parfait, c'est-à-dire du chien qui a réglé tous ses problèmes, qui est OK congénère, OK humain, OK, voilà. Et qui va voilà, atteindre un certain état, on va dire, à nos yeux, d'apaisement. Parfois, c'est pas possible, parfois, c'est pas ce que l'animal souhaite non plus. Et du coup, voilà, ce genre de situation, il faut effectivement se dire, tiens, est-ce qu'il faut se faire à l'idée que le chien est comme ça et s'adapter à lui? Ou est-ce qu'en fait, faut l'aider à progresser encore, tout ça. Et la communication animale, effectivement, peut aider. Parce qu'il y a aussi, parfois, c'est dans la quête de régler un problème avec le chien, un éducateur, 2 éducateurs, et on insiste. Et en fait, moi, j'ai déjà eu des retours de chiens pour lesquels ça n'a pas été bénéfique. C'est-à-dire l'animal a progressé, puis il y a un stade où on perd tout le bénéfice du travail accompli. Après, je sais pas, Delphine, toi, ce que tu en penses sur ce côté lâcher à un moment donné, ou est-ce que pour toi, on peut… Ouais. Alors, sur les cas où il y a voilà, des soucis, ça peut être comme celui d'Isabelle ou d'autres types, hein, notamment avec les galgos qui viennent d'Espagne beaucoup, c'est déjà en fait, en tout cas, moi, dans les discussions avec la personne, quand j'évalue un peu le chien, la situation, les capacités, quand on met en place des petits trucs, des petits exercices, qu'on essaie d'améliorer un peu les choses, j'essaye aussi d'amener très rapidement aux gens en fait le fait qu'ils se mettent pas un objectif de fou, quoi. Et pas d'objectif même du tout, quoi. C'est-à-dire pas l'objectif du chien, voilà, qui va s'entendre avec les congénères, ou qui aura plus jamais peur de tout ce qui lui fait peur dans l'environnement, parce qu'en fait ça fausse la donne et ça met beaucoup de pression, ça met du stress, et puis parce que ça sera peut-être jamais possible. Donc tout c'est d'arriver à composer avec des choses, effectivement, pourquoi pas, comme pour le chien d'Isabelle, d'arriver à lui offrir une balade de temps en temps avec un chien ou deux avec lequel ça se passe bien. Et du coup, lui, il a un quota de relation, le moyen de s'exprimer, le moyen de faire des choses un peu différentes, tant que ça lui va bien et qu'il ne vit pas la balade comme une souffrance, en tout cas qu'on voit que ça porte ses fruits. Mais après, voilà, si on voit que c'est difficile, que ça n'évolue pas, que ça régresse ou ça stagne pendant un moment, ouais, effectivement, il faut se poser des questions. Et dans tous les cas, pour moi, il faut être vraiment d'entrer dans l'objectif plutôt d'acceptation que les choses ne sont peut-être pas possibles complètement, quoi. Que le chien, oui, déjà, si on accepte tel qu'il est avec ses problématiques, déjà, on avance là.
et que le travail il se fait d'abord comme ça, là. C'est parce qu'en fait, nous, on lâche beaucoup de choses dès qu'on accepte en fait la situation, qu'on se dit que mais ok, ça va s'améliorer, mais peut-être pas autant que moi je le souhaiterais. Et puis peut-être que je pourrais jamais l'amener en ville, peut-être que je pourrais jamais aller au marché avec lui, peut-être qu'il n'aimera pas tous les congénères et peut-être que je pourrais pas faire des balades de fou, ou peut-être que je pourrais jamais le lâcher dans pleine situation en balade. Pas autant que je l'aimerais. Voilà, ben déjà, nous, on se met à un niveau où en fait, la communication et les intentions qu'on va avoir avec notre chien, en fait, toute cette réciprocité, ça va être poreux et imperméable. Je sais pas trop comment le dire, mais les choses vont être possibles finalement là. Parce qu'en fait, on lâche un objectif qui n'est pas possible. Mais du coup, on pose un terrain où ben, on se met à niveau. Et où le peu de choses qu'on va mettre en place, ben, du coup, on va les apprécier, le chien va les apprécier et on va évoluer comme ça doucement, mais on enlève cet objectif qui va mettre trop de pression et qui va fausser beaucoup la donne et le cheminement, en fait. Alors du coup, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Non, c'est calme en question. C'était calme en question. Ah, un nouveau message. Donc Hélène, ah oui, c'est ça. Par rapport au fait que certaines personnes devraient faire des activités avec leur chien, puis le chien n'est pas forcément motivé, en fait. Ou pas le sujet qui correspond, donc oui. Oui, alors moi, notamment en médiation, il y a certaines personnes qui me disent, mais pourquoi tu ne le fais pas faire, bah, me donner la patte ou oh, se mettre debout. Tu sais, les chiens, ils se dressent comme ça quand on leur donne les croquettes et tout ça. Pourquoi tu ne fais pas faire? Ben, je dis, je pourrais essayer. Après, l'intérêt, c'est vous faire plaisir. Alors moi, je ne le prends pas comme ça, mais c'est vrai que l'intérêt, c'est il y a souvent les maîtres de chiens, ils se font plaisir à faire des choses à leur chien parce que c'est beau ou tout comme mettre un chapeau au chien s'il n'en a pas besoin. Mais on s'auto-gratule parce que son chien fait et pas parce qu'on est arrivé à faire à son chien, par exemple, sans se soucier si ça plaît au chien ou pas. Et donc, du coup, ben, c'est difficile de faire comprendre à ces gens-là que ben, dans les conflits, parce qu'il y a des gens en médiation qui vont, des anciens surtout, donne la patte, donne la patte. Nous, moi, j'ai un chien qui ne donne pas la patte, ben, voilà, mais donne la patte. Et il s'énerve un petit peu. Alors, c'est compliqué de. Bon, à ces personnes-là, je passe sur autre chose, mais sur un maître un propriétaire de chien. Il y a beaucoup de rapports comme ça. Récemment, là, il y a un concours d'agility qui avait lieu tout près de chez nous, là, du Vigan, sur 2 jours, un championnat de France. Et on voyait vraiment la différence du rapport entre le chien qui se fait plaisir en faisant l'exercice avec son propriétaire et le chien qui en avait un peu marre. Et alors, j'ai pas pu rester parce que c'était inconfortable pour moi et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de questionnement vis-à-vis des personnes sur ben, le changement d'un comportement sur leur chien suite à ça, quoi. Et sensibiliser, c'est dur. C'est dur de leur dire qu'en fait, c'est, comme me disait Delphine, c'est pas donnant-donnant, mais c'est une éducation en commun, quoi. Enfin, c'est le maître évolue. Voilà, réciproque. Le chien évolue avec le maître et le maître évolue avec le chien, tout dans le respect de l'un et de l'autre. Et oui. Et pour rebondir sur avant aussi, c'est que en fait, entre communication animale, médiation animale, éducateur canin, comportementaliste, les gens font beaucoup de similitudes. Donc des fois, ils nous appellent pour une problématique et en fait, on peut pas y répondre, mais quand même, ils ont envie qu'on réponde. Donc bon, voilà, on fait un petit peu de. Enfin, on ne ment pas, mais on renvoie sur d'autres personnes, mais quand ils ont le feeling avec nous, c'est un peu compliqué. Mais voilà, leur dire que nous, on n'est pas capable de répondre à la problématique parce qu'on n'est pas spécialiste dans ça, de les diriger vers d'autres choses.
c'est difficile pour eux de franchir le pas, pas consulter, mais j'aime pas ce mot, mais avoir l'avis de différents professionnels, parce que quand ils ont acquis une confiance à quelqu'un, après plusieurs échecs, ils n'ont pas envie de vous lâcher, quoi. Et oui, non, mais ça, effectivement, c'est le quotidien, mais dans beaucoup de domaines. Quand tu es en confiance avec une personne, tu veux que cette personne réponde voilà, même si tu n'es pas compétent pour... parce qu'effectivement, autour du chien, bah, y a l'éducateur, le comportementaliste, le communicant, le vétérinaire, l'ostéopathe, le coach sportif s'il fait une activité sportive. Enfin, ça fait quand même beaucoup de métiers différents. Et encore, du côté veto, on n'est pas encore trop spécialisé, mais si on va en Normandie, il y a des ophtalmos, des dermatos, des dentistes. Il y a des régions comme ça, les régions un peu plus aisées financièrement, on va dire. Si on à Nîmes, il y a à Nîmes, il y a un spécialiste ophtalmo pour les chiens. Bah, voilà, bah, à Nîmes. Moi, je suis dans le Lot. Hein. Ah ouais, c'est un peu plus. Ouais, non, moi, dans le Lot, le veto du coin, il fait tout. Chien, chat, chevaux, NAC, phyto, conventionnel, ostéo, kinésio, tout. Après, quand je lui pose une question pour mes lapins, il ne peut pas me répondre. Il me dit appelle la clinique de Toulouse parce qu'ils sont spécialistes NAC. Je sais pas, il est écrit sur la plaquette, la spécialiste NAC. Enfin, voilà. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas tout faire. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça commence à faire pour le propriétaire du chien beaucoup de personnes différentes, en fait. Alors, à la fois, c'est une bonne nouvelle parce que comme on se spécialise, on est de plus en plus précis dans l'accompagnement du chien. Parce qu'il y a quand même une époque où on appelait le vétérinaire, que ce soit pour un problème de comportement, d'émotion, d'éducation, d'alimentation ou de santé. Parce qu'il n'y avait pas de... d'autres métiers. Et voilà, il n'y avait pas d'autres métiers. Donc, effectivement, ça, c'est... Mais je trouve, moi, personnellement, que plus le temps passe et plus c'est clair pour les personnes et que, voilà, moi, j'ai tendance à penser que les chiens sont de mieux en mieux accompagnés. Ouais. En tout cas, ce qui concerne l'éducation, ça, c'est quand même... Bon, il y a toujours l'histoire du club canin et des professionnels à côté, où là, c'est différent, mais c'est des fonctionnements différents. Donc, les gens, ils savent quand même ce qu'ils viennent chercher en club et ce qu'ils vont chercher sur un professionnel. Mais voilà, c'est quand même... c'est quand même des métiers, une profession en tout cas, qui est bien identifiée par les gens, et la communication aussi pour les personnes qui connaissent. Hein. J'ai eu quand même des gens... C'était quand? Je faisais une démonstration avec les chiens de troupeau, là. Il y a 2 semaines, sur une fête. Un couple super gentil et charmant qui sont venus, mais ils ne savaient même pas qu'on pouvait éduquer un chien. Donc, ils ne savaient pas qu'un chien, ça s'éduquer. Ils ont un chien qui est absolument pas éduqué, mais ils ont même pas de notion. Mais du coup, je pense que la relation, de ce que j'ai compris en tout cas, n'est vraiment pas top non plus avec l'animal. Hein, il est là, bon, voilà, point barre, quoi. Si ça convient à tout le monde, tant mieux, hein, faudrait demander au chien. Mais du coup, voilà, donc la communication, je pense pas. Oui. Je pense pas non plus que ça arrive. Mais sinon, ouais, quand même, maintenant, c'est bien connu. Ouais. Alors, moi, je vous propose de clôturer là cette petite soirée. Enfin, ce webinaire, en tout cas. Après, la soirée, elle continue chacun chez soi. Hein, voilà. Toujours merci de votre participation. Et merci beaucoup, Delphine, pour tout ce que tu as apporté, du coup, dans ce webinaire. Donc, vous allez recevoir un petit mail avec le replay, là, dans les jours qui viennent. Peut-être demain, si j'arrive à caler ça demain, pour le revisionner ou le partager. Voilà. Dans ce replay, je vais vous mettre les liens pour contacter Delphine et pour me contacter. Comme ça, si vous avez besoin pour vos animaux, si vous avez des questions, ben voilà, nous sommes accessibles et disponibles pour y répondre. Bonne soirée. Et bonne soirée à tous. Alors, normalement, voilà. Hop.